Je vais peut-être commencer par vous dire, je fais 3 débats par semaine depuis 1 an et demi, et donc j'ai déjà eu des retours sur le fait comment se fait-il qu'un salarié d'une société comme la Générale des Eaux puisse critiquer son entreprise. Alors d'abord, je vous explique, parce que ça fait 28 ans que j'y travaille, et j'étais un des principaux responsables syndicaux de la CGT en l'occurrence, et pendant des années, je n'ai pas voulu, je ne sais pas, je n'ai pas vu tous les dysfonctionnements qui existent autour de la facture. Parce qu'en plus, j'avais une mission jusqu'en 1992, parce que depuis 1992, je ne fais strictement rien dans cette société, donc c'est un salarié, je suis un salarié fictif. Mais jusqu'en 1992, j'établissais pour le compte de cette société, pour toutes les collectivités du sud de Paris, la justification du travail effectué par cette société pour le compte de ces collectivités. Et évidemment, en termes comptables et financiers, puisque j'étais dans cette partie-là, je me suis rendu compte qu'on donnait des éléments à la collectivité pour qu'elle n'y comprenne rien, mais surtout des éléments chiffrés qui étaient profondément malhonnêtes. Donc à partir de là, il m'a semblé qu'il fallait que les syndicats s'emparent de ces choses-là. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les syndicats ne s'en emparent pas, je pense, pour les problèmes de l'emploi, parce que critiquer son entreprise, ça serait contraire à l'emploi. Donc, Attac a été créé en 1998, j'ai adhéré à Attac à ce moment-là, et Attac a permis justement que ces questions-là puissent être données un peu à la population, parce que ces questions n'arrivent pas jusqu'à vous. Et puis, comme Attac n'a pas comme seule vocation de défendre les questions de l'eau, et que comme la question de l'eau, comme ça a été rappelé, c'est un problème mondial, un certain nombre de personnalités connues et moins connues se sont dit il faut faire quelque chose au niveau de la planète. Et donc, lors d'une réunion qui a eu lieu à Porto Alegre en janvier 2002, donc le Forum social mondial, on a créé une coalition mondiale contre la privatisation et la marchandisation de l'eau, avec comme association, pas principale, mais un peu pilote, les associations pour le contrat mondial de l'eau. Et donc, je suis devenu, un petit peu après, le président de cette association pour la France. Alors, quel est le problème au niveau international, mais qu'on retrouve au niveau local? D'abord, peu d'informations, excessivement peu d'informations sur c'est quoi la problématique de l'eau sur la planète, mais aussi bien à Marseille ou n'importe où dans le monde. D'abord, c'est un problème, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau sur la planète pour tout le monde? Les sociétés privées et toutes les institutions disent l'eau devient rare. Et lorsqu'on propose le mot rare, en général derrière suit la question de la cherté du prix. Bon. Alors d'abord, encore aujourd'hui, ça le sera à mon avis pratiquement, ça sera une vérité dans peu de temps, mais aujourd'hui il y a assez d'eau pour tout le monde sur la planète. Simplement elle est mal répartie géographiquement et surtout la consommation. Et quand je parle consommation, c'est aussi bien de nous, à titre individuel, que des agriculteurs et des industriels, varie énormément d'un continent à l'autre. Puisque, je vais prendre des exemples les plus extrêmes, une partie du Moyen-Orient, du Proche-Orient, une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique du Sud et une grande partie de l'Asie, la consommation tourne entre 10 et 50 litres d'eau par jour et par habitant. Et à l'extrême, vous avez, pas l'extrême, disons, à peu près au milieu, vous avez les Européens, 150-200 litres d'eau par jour et par habitant. Et puis vous avez les Américains, autour de 700 litres. Et puis vous avez les Californiens, jusqu'à 4500 litres d'eau par jour et par habitant. Donc déjà, si on avait une répartition plus équitable, ça nous permettrait peut-être de ne pas avoir ces questions d'accessibilité à l'eau qui existent, et qui existent pour le quart, comme ça a été rappelé, pour le quart de la planète, et que les projections aujourd'hui, pour 2020-2025, on est 6 milliards aujourd'hui, on sera à peu près 8 milliards en 2025, c'est de dire, on passera de 1,5 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable à 3 milliards sur 8. Et sur l'assainissement, on passera de 2,5-3 milliards aujourd'hui aux alentours de 5 milliards sur 8 sans assainissement. Et qui ne dit pas d'assainissement, dit derrière pollution. Et c'est évidemment les pays les plus pauvres qui ne peuvent pas payer la facture, qui n'ont pas accès à l'eau. Alors cette problématique a été soulevée en France par les écologistes dans les années 70. Au niveau mondial, une grande réunion a eu lieu il y a un peu plus de 25 ans en Argentine pour dire qu'il faut qu'en l'an 2000, quand même, tout le monde ait accès à l'eau potable. Et on se donne les moyens.
Et elles se donnent les moyens, c'est-à-dire que les pays riches vont donner une part de leur richesse, à travers un certain pourcentage du budget, enfin du PIB, consacré aux biens essentiels, notamment l'eau, qui évidemment avec l'air sont indispensables pour la survie des espèces vivantes. Et malheureusement, ça n'a pas été respecté, aussi bien avec des sommets comme 1992, comme 2002 et 2003, qui sont les derniers grands rendez-vous internationaux. Donc 2002, c'était Johannesburg, le sommet de la Terre, le sommet de la pauvreté, qui s'est passé dans les grands hôtels de luxe de Johannesburg, et puis à Kyoto, pour le sommet mondial de l'eau, qui réunissait, enfin qui était pour moi et pour beaucoup, la grande foire commerciale des distributeurs privés d'eau. Alors évidemment, les solutions aujourd'hui, c'est de dire, bon, on n'a pas pu en l'an 2000 résoudre ce problème, on va se donner un objectif moins ambitieux. En 2015, on va simplement réduire de moitié ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais on est 2 ans après ces rendez-vous, déjà, on n'est pas prêt de réduire même simplement la moitié de ça. Donc, il n'y a pas de solutions qui sont apportées. Et les seules solutions, c'est de nous dire, parce que tu as dit, c'est un problème financier. C'est-à-dire qu'apporter l'eau à tout le monde, ça coûte très cher. Alors, c'est estimé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Conseil mondial de l'eau, l'UNESCO, un certain nombre de grandes institutions comme ça. Je vous en reparlerai d'ailleurs du Conseil mondial de l'eau de Marseille et de la Société des eaux de Marseille, parce que vous avez vraiment la particularité, une chance inouïe d'avoir vraiment... Enfin bon, je dirai ça après, hein, je sais pas, certaines surprises quand même. Donc, il faudrait à peu près 100 milliards de dollars par an pendant 20 ans pour amener de l'eau à tout le monde. 100 milliards de dollars, c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, seul le secteur privé pourra le faire. Donc le secteur privé, il est très réduit, puisque en gros, il y a 7-8 grandes entreprises dans le monde, mais quand même 2 immenses qui sont françaises, une qui est allemande-anglaise, la 4e qui est encore une française, et puis la 5e, juste en aparté, parce que c'est quand même intéressant, la 5e, c'est une entreprise californienne qui s'est fait déloger d'ailleurs d'un contrat de 40 ans en Bolivie, pour ceux qui ont connu l'affaire Cochabamba, et qui demande cette société, puisqu'elle a été mise dehors au bout de 2 ans, un dédommagement au gouvernement bolivien de 25 millions de dollars. Cette société, qui était dirigée à l'époque par le vice-président actuel des États-Unis, Dick Cheney, ils viennent de gagner, non pas un appel d'offres, parce qu'il n'y en a pas eu, le marché de reconstruction de l'eau potable à Mirac. Hein, mais comme ils sont quand même pas suffisamment costauds, Vivendi va être le sous-traitant de... etc. Enfin, passons. Vous voyez, tout ça est d'une grande limpidité. Donc, ça, c'est les statistiques, les éléments chiffrés de ce qu'on appelle en France l'école française de l'eau ou l'école mondiale de l'eau, la pensée unique. D'autres ONG, d'autres organisations, notamment l'Organisation mondiale de la santé, dit mais pour apporter de l'eau en Afrique ou en Amérique latine, etc., est-ce qu'il faut absolument exporter le modèle français non pas de gestion déléguée ou privée, mais de grosses usines, de grosses canalisations, d'infrastructures coûteuses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions plus locales, moins coûteuses et plus économes en eau d'ailleurs? Effectivement, il en existe, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et ça, c'est estimé par ces groupements à 10 milliards de dollars par an. Et nous, on lance une campagne avec les Amis de la Terre, avec un certain nombre de la Confédération paysanne, avec un certain nombre d'associations environnementales, notamment les Bretonnes, qui connaissent bien les problèmes de l'eau, mais aussi avec la Coalition mondiale contre la privatisation et la marchandisation de l'eau. On dit, mais 10 milliards ou 100 milliards de dollars, ça peut paraître beaucoup pour l'être individuel que nous sommes. Mais par rapport au budget de l'armement, ça pèse combien? Ça pèse de 1 à 10% du budget des armes. Comme l'eau c'est la vie et les armes c'est la mort, on laisserait 99 à 90% pour se tuer et on donnerait 1 à 10% pour vivre. Le challenge est quand même possible. Alors, ça peut paraître simpliste, mais c'est pour vous montrer que, en termes d'argent, ça représente que ça. Voilà dressé la problématique sur le plan mondial, en sachant que, évidemment, du fait qu'il n'y a pas d'eau dans beaucoup de pays, le problème que l'eau devienne une source de conflit est une source de conflit et qui va certainement remplacer, et qui commence à remplacer le pétrole, effectivement, ça va être une source de conflit et de guerre absolument énorme pour le partage des eaux. D'où une campagne qui a été lancée par les Amis de la Terre sur la construction des grands barrages,
et des barrages en général, puisque, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien, en Turquie, il y a les sources de 2 fleuves qui traversent ensuite des pays en aval, qui traversent la Syrie, l'Irak, etc., etc. Forcément, la Turquie, qui est un pays tout à fait démocratique, comme tout le monde le sait, donc a construit des barrages à l'est et au sud de son pays, à l'est donc pour les pays comme l'Ouzbékistan, etc., et au sud pour l'Irak et la Syrie. Et évidemment, dit à ces pays, moi, je veux bien vous ouvrir les robinets de mes barrages, et donc vous donner de l'eau, pour que les fleuves continuent à transvaser l'eau, mais à une condition, soit vous me réglez le problème des Kurdes, par exemple, pour une certaine région, soit vous me donnez suffisamment d'argent pour que moi, j'aide mes concitoyens, etc. Donc vous voyez bien, ça c'est dangereux. L'autre sujet, c'est les fleuves qui traversent, les grands fleuves comme le Nil, par exemple, qui traversent plusieurs pays. Les fleuves, le Nil prend sa source au milieu de l'Afrique et se déverse encore en Méditerranée en traversant le dernier pays qui est l'Égypte. L'Égypte étant le plus puissant, prélève le plus. Les pays qui sont en amont, et donc où prend la source du Nil, ont tendance, malgré les accords qui datent de 70 ans, à dire moi ma population elle meurt de soif ou d'eau contaminée, et puis j'ai besoin pour mon agriculture d'un minimum d'eau, donc conflit. Donc tout ça, ça commence à se développer, ça s'est déjà développé, mais ça prend de plus en plus d'importance, et je ne vous parle pas du conflit israélo-palestinien, qui évidemment est une des raisons majeures de ce conflit, dont on ne parle peu. Donc devant toutes ces questions, on s'est dit, il faut qu'on fasse des propositions alternatives, c'est-à-dire qu'il faut critiquer le système tel qu'il est, de l'oligarchie financière contrôlée par à la fois les 2 bailleurs de fonds du FMI et de la Banque mondiale, mais aussi par ceux qui en tirent le plus profit, donc les distributeurs privés. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Un pays qui a besoin d'eau, je prends l'Argentine parce que c'est vraiment l'exemple qui, à mon avis, est excellent. Il y a une dizaine d'années, donc Buenos Aires, qui était géré par le public de manière pas extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, fait appel pour construire des infrastructures à la Banque mondiale, au FMI. Le FMI d'ailleurs était dirigé entre 1987 et 2000, donc à l'époque, par un Français, Michel Canne-Dessus, qu'on a choisi dernièrement pour faire des propositions justement pour que le secteur privé puisse rester dans les pays où les gens n'ont pas d'argent pour payer la facture. Vous allez comprendre après, parce que c'est un peu bizarre comme processus. Donc, la condition d'octroi des prêts de ces bailleurs de fonds, pour prêter de l'argent donc à des pays qui n'ont pas pour construire des infrastructures, c'est de dire il nous faut que vous remplissiez 2 conditions. D'abord, que vous augmentiez le prix de l'eau pour que les entreprises privées puissent éventuellement être intéressées et donc privatiser, non pas l'eau, mais la gestion des services de l'eau. D'accord ? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est pour ça que les grandes sociétés, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, toutes les grandes capitales du monde sont pratiquement contrôlées par Vivendi, Suez principalement. À Vivendi qui s'appelle maintenant Veolia parce qu'on ne veut pas non plus qui s'appelait Général des Eaux pour pas remonter à des histoires qui fâchent, quoi. Hein ? Bon, j'en dis pas plus. À partir de ça, évidemment, on n'a pas vu les résultats venir dans ces pays, que ce soit en Bolivie, que ce soit au Mexique, que ce soit en Argentine, que ce soit au Vietnam, que ce soit aux Philippines, que ce soit un peu partout dans le monde, en Afrique aussi. En Afrique, qui n'intéresse peu quand même ces sociétés privées, qui intéressent sauf l'humanitaire, mais l'Afrique s'intéresse quand même beaucoup moins, même si la France est très intéressée au problème africain. Donc, voyant que ça ne marchait pas, je passe vite parce que je veux arriver au problème local. La proposition en 2002-2003, c'est de dire il faut trouver les sources de financement, parce que c'est jamais les entreprises privées qui investissent vraiment dans ces infrastructures, ce ne serait pas rentable pour leurs actionnaires. Donc il faut trouver des bailleurs de fonds, mais ça on les a trouvés, mais trouver que ces sociétés puissent avoir un intérêt à y rester. Comme en face d'eux, les gens qui sont des gens qui gagnent, comme tu l'as dit, moins de $, voire moins de $1 par jour, ils ne peuvent pas payer un prix de l'eau qui soit conforme aux intérêts de ces entreprises. Donc il y a un problème. C'est pour ça que, notamment en Argentine, évidemment, vite, le contrat qui avait été passé à l'époque en 93, de dire on ne va pas augmenter le prix, on va faire accéder 1 million de gens sur à peu près 10 millions à Buenos Aires qui n'en avaient pas
On va déjà commencer, au bout de 5 ans, à faire accéder 1 million de gens au niveau de l'eau potable. On va s'occuper de l'assainissement, qui était extrêmement délaissé à l'époque, et tout ça ne s'est pas passé. Le contrat n'a pas été respecté. Pire, avant que la crise argentine, que vous connaissez, s'est développée, la Société lyonnaise des eaux, d'ailleurs je peux comprendre, a demandé qu'on indexe le prix de l'eau non plus sur le peso, mais sur le dollar. Alors, vous imaginez, les gens qui n'ont pas d'argent déjà, comment ils ont pu payer? Donc ils ne payaient plus, ce qui fait que le taux de mortalité, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, le principal cause de mortalité dans le monde, c'est l'absorption d'eau non potable, dans les pays où il n'y a pas d'eau, enfin pas d'eau accessible, parce qu'il y a toujours de l'eau pratiquement partout. Et donc, de nouveau, 30 000 morts par jour, encore aujourd'hui, dont 6 000 enfants. Mais en Argentine, là, de nouveau, la courbe a augmenté. Parce qu'évidemment, comment voulez-vous, en dehors, c'est pas pour des raisons de principe ou de dogmatisme, enfin on peut en avoir, mais comment voulez-vous qu'une entreprise privée qui doit faire des bénéfices très rapides pour les actionnaires des fonds de pension, des banques, des assurances, ça puisse être conciliable avec des gens qui ne peuvent pas payer une facture et qui ont besoin d'eau pour survivre? Comment on peut faire croire ça? Et aujourd'hui, et y compris le Conseil mondial de l'eau de Marseille, essaie de nous faire croire que c'est possible. Alors pour terminer là-dessus, et là j'en viens directement sur le Conseil mondial de l'eau, le Conseil mondial de l'eau a été créé en 1996, il y a à peu près 8 ans, par 4 organisations. Alors l'UNESCO, la Banque mondiale et le FMI, et puis Vivendi et Suez. C'est comme ça, je pense que c'est une grande raison pourquoi le siège est arrivé à Marseille. Donc, il n'existait rien au niveau mondial, et on s'est dit, il faut quand même créer quelque chose qui puisse être force de proposition, parce que le problème devient quand même très, très, très urgent. Et donc, dans ce Conseil mondial de l'eau, donc nous avons, au départ, le président, c'était le ministre des Affaires, des Ressources en eau de l'Égypte, Monsieur Abou Zaïd. Maintenant, c'est un ancien, je crois, ministre canadien, Monsieur William Cosgrove. Mais c'est pas ces deux-là qui m'intéressent, moi. C'est celui qui est en fonction et qui est concrètement qui agit. Et c'est un collègue, puisque c'est une société qui est à Marseille aussi, qui s'appelle la Société des eaux de Marseille, et c'est son président, Loïc Fauchon, qui est entouré d'ailleurs d'un certain Daniel Zimmer. Et Loïc Fauchon, je ne veux pas l'attaquer personnellement, c'est pas ça qui est intéressant, mais c'est quand même étonnant, et je ne parle pas de son passé d'homme de gauche ou d'homme d'une ONG qui veut apporter le bien en Afrique, ça je ne conteste rien. Seulement, ce que je constate, c'est qu'il est président d'une société des eaux de Marseille qui appartient à égalité à presque 49% chacun à Vivendi et à Suez. C'est quand même assez unique, parce qu'au niveau concurrence, on peut faire mieux quand même, surtout dans notre système de libéralisation. Et donc, c'est lui le numéro 2, mais en fin de compte, la réalité, c'est lui le patron du Conseil mondial de l'eau. Et donc, on voudrait nous faire croire que le même homme, qui est patron d'une entreprise qui est contrôlée par Vivendi et Suez, pourrait prôner autre chose que par rapport à sa fonction de président d'une société privée. Évidemment, le Conseil mondial de l'eau prône le partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça veut dire, le partenariat public-privé? Parce que c'est un joli mot, partenariat, tout ça, chacun fait un geste. C'est le principe du modèle français. C'est le modèle français de gestion déléguée du service public qui, en France, appartient aux collectivités locales depuis la Révolution française, au secteur privé, au nom du fait que les fonctionnaires seraient évidemment des feignants et que les salariés du privé comme moi seraient des courageux, même si moi, ça fait 11 ans que je ne fais plus rien, mais ça, c'est un cas particulier. Et en général, les gens du secteur privé viennent de la fonction publique territoriale, puisque c'est les anciennes régies qui sont passées dans ces sociétés. Donc, souvent, pour les plus anciens, c'est l'ancien fonctionnaire. Bon, enfin, passons là-dessus. Ça, c'est un premier aspect. Donc, le secteur privé, qui aurait donc la gestion, pourrait, en fin de compte, être plus efficace que le secteur public, qui n'aurait pas une vocation de distribuer, de produire l'eau potable à la population. Parce que, je vous dis, donc, les salariés du public seraient pas courageux, parce que, bon, c'est distribuer de l'eau, inaugurer les stations d'épuration qui sentent pas bon, tout ça,
c'est pas intéressant pour les élus, comme les ordures ménagères, tout ça, c'est pas intéressant. Sauf que c'est quand même ça qui rapporte, mais alors beaucoup d'argent. Et pourquoi les communes confieraient-elles ça, qui rapporte beaucoup d'argent, et elles le savent, à des sociétés qui sont là pour faire des bénéfices, et c'est bien normal, puisqu'elles ne le cachent pas, elles. Hein. Alors qu'est-ce qui a fait que, et je reviendrai sur Marseille, qui est l'exemple type, qu'est-ce qui a fait que des collectivités, et c'est ce modèle-là hein, qu'on exporte à l'étranger, qui ferait que seules les sociétés privées qui n'investissent pas, puisque c'est par des systèmes de contrats de longue durée qui, en gros, pour faire simple, pour ne pas rentrer dans les domaines techniques, vous confient votre réseau communal, hein, le réseau de Marseille par exemple, sans vraiment le connaître d'ailleurs parfaitement. Hein, c'est pas comme vous êtes propriétaire, vous louez votre appartement, vous faites un état des lieux avant, et puis un état des lieux à la fin. Dans l'eau, il y a une grande confiance. Non. Et pourtant, l'eau a fait quand même beaucoup parler. Pas au niveau de la confiance, justement. Donc, oui, je n'ai pas entendu, mais enfin, ça. Et donc, on confie l'entretien de son réseau, de l'entretenir en l'état, voire un peu mieux quand même, c'est quand même l'objectif, pour rendre un bon service aux usagers qui vont vous payer la facture, puisque le principe, c'est l'eau paye l'eau. Ça, on va vous le répéter souvent. Hein. C'est un gros mensonge. Hein, parce que quand vous voyez la Générale et la Lyonnaise, si l'eau payait l'eau, elles resteraient des entreprises purement d'eau et purement françaises. Et évidemment, non. L'eau a payé, alors, pour Jean-Marie Messier, Hollywood, etc., etc. Bon, vous comprenez bien que l'eau paye beaucoup d'autres choses et rapporte beaucoup d'argent. Le problème est que, est-ce que ces sociétés à qui on a confié notre réseau d'eau et notre réseau d'assainissement font un bon travail? Donc les salariés, parce que c'est pas M. Messier ou M. Tartampion. Moi je ne dis pas que les salariés, d'ailleurs ça serait quand même un fort de café, que les salariés du privé seraient plus feignants que les fonctionnaires. Non, mais c'est les mêmes personnes. C'est des gens qui font bien leur boulot. Simplement, on leur dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pas le salarié lambda qui doit dire, moi je vais aller vérifier les réseaux plusieurs fois par jour, etc. Quand vous entretenez, et vous êtes rémunéré pour l'entretien en l'état, et là on vient sur un sujet du livre qui me vaut un 3 procès en diffamation, et c'est normal que ça me vaut ça, parce que ça vaut ça. C'est quoi le problème? C'est que le principe, quand vous payez une facture d'eau, vous payez donc tout le service. Mais vous ne savez pas trop ce que ça recouvre, le service. Mais un des services principaux, c'est de rendre les réseaux chaque année au moins efficients et au moins comme il était auparavant, au minimum. Mais la gymnastique comptable et financière réside en que si une canalisation, par exemple, qui commence à vieillir, qu'on a mal entretenue, il faut la remplacer, mais complètement, à neuf. Ça va devenir de l'investissement qui ne sera pas payé par l'entreprise qui entretient, mais par la collectivité à qui elle a confié son réseau. Vous voyez bien que l'entreprise privée, non pas par méchanceté, par fainéantise, mais parce que c'est le contrat qui veut ça, entretient, fait son boulot, mais au minimum. Parce que son intérêt, c'est de faire passer les investissements sur le compte des collectivités pour que ça lui coûte le moins cher, pour que ça lui rapporte plus. Il n'y a rien de plus normal. Là où c'est pas normal, c'est pourquoi les collectivités ne contrôlent pas. Et je reviens, parce que c'est important de le savoir, pourquoi les collectivités ont confié à ces entreprises ces réseaux. Alors, la Générale des Eaux a 150 ans d'existence, la Lyonnaise des Eaux en a 125 à peu près. Elles sont créées pour remplacer des porteurs d'eau, ça c'est la raison officielle, aussi pour essayer de lutter contre les épidémies de choléra, enfin tout ça, pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Et aussi parce que dans les grandes villes, on construit des immeubles. Et que l'idée géniale est de dire, si on pouvait amener de l'eau à tous les étages, sous forme de pression, je vous passe les détails, et ça serait des abonnés, qui sont devenus d'ailleurs depuis des clients, c'est une rente de situation. Ils sont forcément redevables, à travers la facture, de nos services. Et comme si on peut passer des contrats de 30 ans, 40 ans, 50 ans à l'époque, comme aujourd'hui dans les pays en développement, aujourd'hui en France c'est plutôt 12-15 ans, vous vous rendez compte, c'est formidable. On a un chiffre d'affaires et un bénéfice assuré pendant des dizaines d'années.
Dans aucun d'autre métier, vous avez une entreprise capitaliste à cette garantie d'avoir un marché sans concurrence pendant une durée aussi importante. À Rennes, là, qui vient d'être renouvelée par une municipalité socialiste communiste, après 124 ans de bons et loyaux services entre cette municipalité et la Générale des Eaux, la municipalité, une partie de la gauche, donc socialiste communiste, a voté dans condition de 10 ans à cette entreprise. Donc on va venir à 134 ans. Vous voyez, on peut se poser des questions. Pourquoi? Alors le pourquoi, je vais vous le dire, le pourquoi. Ça me vaut évidemment la véritable... Vous imaginez pourquoi? Parce que c'est pas que c'est de la corruption individuelle. C'est pas ça l'essentiel. C'est un système mafieux qui a été installé et qu'y compris les cadres supérieurs de ces entreprises, à part quelques rares exceptions, dont un certain Jacques Michel qui s'est fait molester dans la région du Var, qui était un cadre supérieur de la Lyonnaise des Eaux, aucun cadre, c'est pas qu'ils s'en offusquent pas, mais il y a une telle culture d'entreprise que, à la limite, ils ont assimilé, et puis ils sortent des mêmes écoles, ils sont un peu formatés, donc ça ne les choque pas. Le problème, c'est que quand même, comment, en 1950, à peu près, alors d'ailleurs que ces groupes devaient être nationalisés, ne l'ont pas été, et ne l'ont pas été jusqu'à une période récente, malgré des engagements politiques de certains partis politiques. En 1950, on introduit le système, enfin à peu près, des droits d'entrée. C'est-à-dire que lorsqu'un maire signe un contrat avec une société privée, la société privée lui délivre un chèque, un droit d'entrée. Je vais vous prendre le cas de Toulouse, parce que je suis aussi attaqué sur Toulouse. Monsieur Baudy signe un contrat de 30 ans dans la ville rose, enfin la ville tout Vivendi plutôt, de 30 ans avec la Générale des Eaux, moyennant un chèque, enfin 2 chèques d'un montant total d'1 milliard de francs 1er janvier 90. Je vous ai dit, l'eau paye l'eau. Et il y avait l'obligation que normalement cette somme qui était prêtée, évidemment pas donnée, c'est pas une société philanthropique, à la municipalité, pas à M. Boudis personnellement, à sa municipalité, on devait le retrouver sur les budgets. En plus, il y a des budgets spécifiques pour l'eau et l'assainissement par rapport au budget général. Cette somme d'argent a été directement dans le budget général. Et pourquoi elle a été dans le budget général? Et c'est là que le système est mafieux. Parce qu'un élu a intérêt, du fait notamment de la loi de décentralisation de 82, mais de manière générale, pour se faire élire, il faut qu'il fasse des choses dans sa municipalité. Il faut qu'il construise des stades, des patinoires, des crèches, enfin quelque chose de social, éventuellement, qui gère bien sa commune. Souvent, ces communes sont endettées. Ils n'ont pas les moyens qui suivent par rapport à la décentralisation. Et donc, la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, bonjour monsieur, vous me signez un contrat, moi je vous prête 1 milliard de francs pour Toulouse. Et donc, on baisse les impôts locaux, on fait les patinoires, on fait les stades, et évidemment, M. Baudis se fait réélire. M. Baudis ou un autre, peu importe. C'est ça, ce système-là. Mais où il est mafieux? Où il est mafieux? Quand vous allez à votre banque, je prends cet exemple-là, vous allez solliciter un prêt. D'abord, on vérifie que vous êtes bien solvable. On vous le prête sur une certaine durée. Et c'est vous qui remboursez. Mais d'accord. Et dans l'eau, c'est une tierce personne. C'est votre voisin qui rembourse à votre place. Et il ne vous demande jamais de compte. Et dans l'eau, la Générale des Eaux à Toulouse, parce que a prêté 1 milliard de francs à M. Baudis pour la mairie, et c'est les Toulousains sur leur facture qui remboursent sans le savoir. Et c'est pour ça que M. Baudis a signé un contrat de 30 ans, parce que pour pas que ça se voit de trop, quand même, on va lisser. Au bout de 10 ans, le milliard de francs est largement remboursé avec des intérêts, et après c'est du bénéfice net. C'est absolument indolore. Voilà le système mafieux, et évidemment, ces collectivités, non pas pour rouler dans la farine leurs abonnés, mais parce qu'ils avaient besoin d'argent pour faire d'autres choses, dans l'intérêt général. Oui, je ne suis pas méchant. Simplement, c'est pas légal. Et puis surtout, il faut informer les gens. Parce qu'encore on l'informerait, on pourrait peut-être l'accepter. L'eau paye autre chose. Pas Hollywood pour M. Messier, mais pourrait payer, je ne sais pas moi, un stade de football, n'importe quoi. Vraiment, c'est l'intérêt général, mais on ne le dit pas. Et puis, surtout pour qu'on ne le dise pas, des fois on était au-delà. Au cas où le maire a du mal à signer, on le retrouve, ce maire, à Cardiff pour voir un match du tournoi Destination. On le retrouve, tout ça, ce que je vous cite comme exemple concret, c'est les chambres régionales des comptes qui l'ont signalé. Ou une société, un cabinet d'audit fantôme qui reçoit 1 million de francs
pour une étude dont le client n'avait rien sollicité, vous voyez. Bon, enfin, plein d'exemples absolument incroyables. Et c'est tellement incroyable que personne s'en offusque. Parce qu'évidemment, l'arrosage est général. On ne va pas arroser une partie de la classe politique, mais on va arroser toute la classe politique pour que tout le monde se tienne. Et évidemment, l'eau. C'est pour ça que ces sociétés ont fait de l'eau pour démarrer. Ensuite, l'assainissement. C'est un peu logique. Après, c'est un peu logique qu'ils fassent aussi des usines d'incinération. Ça peut être encore logique. Puis après, on peut faire de l'énergie aussi. On s'allie d'ailleurs à l'EDF, comme ça on mélange un peu le public-privé, encore une fois. Et puis on peut s'occuper des transports privés, des ramachages scolaires. Et puis d'un seul coup, là, on commence à dériver. Là. On va se mettre dans le téléphone portable, dans la musique, dans le cinéma, dans les pompes funèbres, dans les cliniques, dans les parkings, dans les parcs-mètres, dans les parcs de loisirs, dans la restauration scolaire, dans l'édition scolaire. Et puis dans les télévisions. Ah, pourquoi les télévisions? Pourquoi la Nièce des Eaux à M6? Pourquoi Vivendi, puis tout le réseau privé évidemment, Canal+. Et pourquoi le troisième larron, la SORB, le groupe Bouygues à TF1? Parce que les élus, pour se faire élire, ont besoin de communiquer. Et quand on contrôle la communication, c'est un peu pervers quelque part. On contrôle un peu les élus aussi. Tout ça n'est pas le fruit du hasard d'une stratégie. C'est une stratégie bien huilée. Et c'est pour ça que le domaine de l'eau, moi ça fait un plaisir, c'est une passion, je fais 3 réunions. Et c'est vrai que si j'avais la possibilité de passer 1 ou 2 fois à la télévision, 1 heure de grande écoute, ça m'éviterait les déplacements. Hein? Mais évidemment, ces chaînes-là vous passent des émissions pour faire réfléchir, et qui sont très distractives, Star Academy, etc. Blablabla. Bon, évidemment, tout ça est cousu de fil blanc. Mais c'est tellement cousu de fil blanc que on n'en parle pas. Et tout le monde se tient. Alors, devant cette situation, moi je veux venir à Marseille, parce que Marseille, quand même, c'est le cas qui me semble un des pires, quand même, que j'ai connu en France. Et alors, c'est pas connu. La première fois que je suis venu à Marseille sur ce sujet-là, il y a 2 ans, et je l'ai découvert en partie, et j'ai vu que même les journalistes, et alors les gens qui étaient un peu comme vous ici, les Marseillais n'étaient pas au courant que, c'est quoi, Quai des Juliottes, que le Conseil mondial de l'eau, la Joliette, qui avait le Conseil mondial de l'eau, je ne savais pas. Ce Conseil mondial de l'eau qui est extrêmement important au niveau international. Et que ce Conseil mondial de l'eau était dirigé par le groupement des eaux de Marseille, qui lui-même contrôle 21 filiales et se déclare le 4e groupe français de l'eau. Mais ce qui est un mensonge, puisque le 4e groupe, c'est Vivendi et Suez, qui sont premiers et deuxièmes. C'est bizarre, hein. Et que cette société des eaux de Marseille, je suis aussi attaqué en diffamation là-dessus, mais pas de problème, a été épinglée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 11 juin 2002 pour entente illicite, abus de position dominante, absence de concurrence. Oui, parce que cette société soit contrôlée à 48,82% chacun par Vivendi et Suez est une chose, mais dans l'appel d'offres que M. Defer et ensuite M. Gaudin, qui se trouve aussi dans le Conseil mondial de l'eau d'ailleurs, il y a des amis là-dedans. Bon, passons. C'est comment se fait-il que Vivendi et Suez n'ont pas répondu à l'appel d'offres? Eux qui sont quand même présents dans 88% des appels d'offres en France, tous les deux, n'ont pas répondu. Mais c'est bizarre, parce qu'ils avaient une société sur place. Et eux, à ce moment-là, cette société se dit, nous, le 4e groupe. Non, mais attendez, on se fout du monde, là. On veut faire croire qu'on est un 4e groupe, alors qu'on est le groupe Vivendi Suez. Et que M. Loïc Fauchon appartient lui-même à Vivendi. Ça fait beaucoup de mensonges. Et surtout, c'est même pas des mensonges, c'est qu'on essaye de vous tromper. Alors, prenez une facture, essayez de comprendre ce que vous payez dans cette facture. Je ne connais pas le prix exact, mais je connais, parce qu'on me l'a transmis, le fameux rapport, parce que comment vous, je terminerai un peu là-dessus, comment vous, à travers tout ce que je viens de dire, j'en ai dit, je n'ai pas tout dit parce que ce serait trop long, mais comment vous, citoyens, associations, etc., diverses, pouvez, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, localement? Alors, localement, il y a des outils. Et je viendrai après sur le document qui est absolument, alors là, ahurissant. Il y a, en 1992, une loi sur l'eau qui est votée, et quelques semaines plus tard, une autre loi qui permet la création obligatoire, à partir de 3500 habitants, dans toutes les collectivités de plus de 3500, d'une commission consultative des usagers de l'eau. Fin 2002, il y en avait quelques dizaines sur 36 000 communes. Vous voyez.
Hein. Donc, la dernière loi que la gauche a votée, avant que M. Chirac soit élu, c'est la loi SRU du 27 février 2002, qui oblige toute collectivité de plus de 10 000, on a remonté un petit peu pour écarter les petites communes, mais aussi parce qu'on avait prévu que la loi Chevènement de création de comités de communes, communautés d'agglomération, de regroupement de communes, quoi, donc dans les collectivités de plus de 10 000 habitants ou dans les communautés d'agglomération ou de communes de plus de 50 000, dont une commune fait plus de 10 000, Marseille, pas de problème, hein, là on est largement au-delà, qu'on crée une commission consultative des services publics locaux, qui ne comprend pas que l'eau, mais l'eau, l'assainissement, les parkings, enfin, toutes les délégations de services publics, mais principalement l'eau et l'assainissement. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si vraiment la première commission a été créée à Marseille. Si la deuxième a été créée, il y avait 1 an de délai pour la créer. À partir du 27 février 2003, on est hors la loi. Alors, je ne sais pas parce que si à Marseille il y en a une, et s'il y en a une, c'est donc le président, non pas c'est le président de la commission, qui est en général le maire ou le président de la communauté d'agglo. Alors, je ne sais pas si c'est M. Gaudin, qui désigne les représentants des usagers, des citoyens. Alors, je ne vais pas attaquer M. Gaudin spécialement, parce qu'ils font tous la même chose. Par exemple, ATTAC, je crois qu'il n'est dans aucune commission consultative. Je crois. La mienne, l'Association pour le contrat mondial de l'eau, nous on est à une vocation d'eau, on en a créé dans plusieurs départements, on n'a jamais été accepté, que ce soit dans une commune communiste, une commune de droite, une commune socialiste, jamais. Depuis 2 ans, jamais. À Paris notamment, à Paris, je travaille à Paris, j'avais des éléments que je voulais donner à M. Delanoë pour l'aider, il n'a pas accepté. Et pour vous montrer que c'est un outil, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas désigné dedans, alors par contre à Toulouse, par exemple, j'ai vu, alors Toulouse, ça j'attaque souvent Toulouse, mais il y a la présidente du club de boules, il y a des gens compétents dans le domaine de l'eau. Et il n'y a aucune obligation de la réunir plus qu'une fois par an. Et surtout, il y a l'obligation, par exemple, de lui donner un document comme ça, en temps réel, c'est-à-dire on réunit, la veille, parfois le jour même d'ailleurs, mais pas la veille, vous voyez, pour des gens qui ne sont pas formés en plus dans ce domaine-là. Et donc, alors, cette commission a un intérêt, en dehors du fait que, tout ce que je viens de dire, c'est qu'elle doit préalablement et obligatoirement donner un avis chaque année sur le rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau et puis de l'assainissement, et surtout, lorsqu'il y a le contrat vient échéance, il est en délégation, 80% des Français sont en délégation de service public, 20% en régie, municipale ou syndicale. Et les 2/3 des contrats viennent à échéance entre maintenant et 2006. Donc il y a un intérêt là qu'on se reprenne ça. Eh bien, on doit, la première chose, le rôle de la commission, c'est ne pas de dire on va choisir entre la lyonnaise et la générale, c'est est-ce qu'on choisit la délégation ou est-ce qu'on choisit le service public en régie. Voilà, c'est ça l'intérêt. Alors c'est vrai que quand on désigne, je ne suis pas le président de la club de boules, mais on met souvent des associations, et j'ai rien contre, ils sont très 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 bien, l'UFC Que Choisir, la CLCV, France Nature Environnement, qui ont une compétence sur l'eau, pas forcément comme nous qui sommes vraiment spécifiques, mais la question de public-privé est moins évidente. Il faut vous dire aussi, et je ne veux pas les attaquer en disant ça, c'est que ces entreprises ont évidemment financé les partis politiques, les élus, les syndicats, y compris le mien, et donc en général il y a une contrepartie, mais aussi les associations, et aussi les associations qui sont dans les commissions consultatives. Eh oui, on a besoin de payer ses salariés quand on est une association importante, c'est normal, mais en même temps, ça peut aveugler, ou ça peut faire oublier certaines choses. Donc je ne dis pas qu'on est dans un monde genre Dallas, mais enfin, c'est pas loin quand même. Donc, c'est important d'y être, mais si on n'est pas formé, et si on n'oblige pas qu'il y ait un règlement de la commission qui permette d'avoir un certain nombre de documents, d'avoir une formation, et y compris sur le temps de travail, parce que sinon on va avoir que les retraités, et j'ai rien contre les retraités, mais pour qu'il y ait vraiment une représentation réelle de ces commissions, il faut des moyens. Or, l'État n'a pas jugé opportun de désigner des moyens. Donc, si les commissions consultatives n'ont pas de moyens, ça ne va pas être facile. Mais c'est un moyen d'avoir surtout ce document-là, qui existe depuis à cause des financements occultes des partis politiques, la loi Sapin, donc la moralisation de la transparence des marchés publics, et puis donc M. Barnier et M. Mazot
ont pris deux lois en quelques jours d'intervalle en février 1995 pour justement que les citoyens, les collectivités y voient plus clair sur les contrats et surtout sur le travail qui est fait par les sociétés privées dans les collectivités. Et donc c'est ce qu'on appelle le rapport annuel sur la qualité de l'eau et le prix de l'eau et de l'assainissement. Ça, tous les 31 mai de chaque année pour l'exercice précédent, ce document est donné. Est-ce que ce document, on peut l'exploiter? Alors je vous dis tout de suite, moi qui suis, je pense, un peu un spécialiste, sûrement pas. Parce que moi-même, j'ai du mal à le comprendre. Et j'étais, jusqu'en 92, il n'existait pas de la même manière qu'aujourd'hui, mais il est fait en sorte que surtout on ne comprenne rien. Alors sur le problème de la qualité, en général, ces rapports disent tout va bien. Hein, c'est le Danny Moon. Mais moi, ce qui m'intéresse, et ce qui devrait intéresser tout le monde, tout est intéressant, mais c'est le côté financier. Dans ce document qu'on m'a remis, qui fait quand même, vous voyez, un peu... il y a tout sur le rapport annuel sur la qualité et le prix de l'eau. Sauf, il n'y a aucun chiffre financier. Aucun. Pas un, mais zéro. Mais peut-être qu'il est annexé. C'est un progrès, cette loi. Et revenons sur donc, ce que je n'ai pas, mais qui existe certainement, j'en fais pas, ça c'est la loi. Donc sur ce rapport, il y a en général, je ne parle pas pour Marseille, mais de manière générale, ça fait 2 pages. Les chiffres. Donc vous avez les produits et les charges. Et je m'arrête là pour vous expliquer, sans rentrer dans le détail, mais pour vous montrer que c'est là que c'est intéressant de regarder, parce que c'est là que se fait. Pour moi, je peux comprendre qu'on soit en désaccord, hein, c'est pas du tout, personne ne détient la vérité à lui tout seul, mais moi qui ai élaboré ces trucs-là pour la région parisienne, c'est comme ça que je m'en suis aperçu. Il y a dans les produits et charges, on va prendre d'abord les charges. Il y a les frais de personnel. Donc à Marseille, je suppose que l'association de Marseille, qui gère le contrat de Marseille et puis d'autres contrats, a un certain nombre de salariés. Donc les élus, M. Gaudin, mais aussi tous les élus correspondant à la dizaine de collectivités qui est gérée par cette société, est-ce qu'ils connaissent les salariés, c'est-à-dire monsieur un tel, qui gagne à l'année tant et qui passe X% de son temps sur tel contrat? Pourquoi je vous dis ça? Ça paraît compliqué, mais on lui impute une masse salariale qu'il ne peut pas vérifier si on ne lui dit pas, on ne lui donne pas l'organigramme, on ne lui donne pas les rémunérations de chaque agent, et on ne lui dit pas le temps passé par chaque agent. Et pourquoi on ne lui donne pas? Je vais vite, pour moi, à la raison essentielle. Parce qu'il y a une surfacturation à ce niveau-là. Pourquoi il y a une surfacturation? Parce que le principe d'une agence, je ne la connais pas spécialement, mais l'agence de Marseille qui gérerait, pour la Société de Marseille, une dizaine de contrats, voire beaucoup plus de contrats que ça, va imputer sur chacun des contrats du temps passé par chacun de ses salariés. Comme chacune des communes va se téléphoner en disant on t'a compté combien, t'additionnes, ah tiens, ça me paraît beaucoup, ou ça me paraît peu. Il n'y a pas, ça c'est déjà pas fait. Mais comment voulez-vous comparer quelque chose, puisque vous ne savez pas quels sont les salariés qui travaillent pour votre contrat, combien de temps ils passent? Donc on vous impute une masse salariale que vous ne pouvez pas vérifier. Alors on peut faire confiance à la société privée en disant c'est le bon chiffre. On peut être très optimiste en disant ils ont même peut-être compté moins de salariés que la réalité. Moi je dis on en comptait à chaque fois plus. On peut m'attaquer en diffamation là-dessus. Comme il m'attaque en diffamation, je dis il faudra sortir tous les contrats, enfin tous les rapports concernant une agence et on vérifiera si la somme... Alors je peux vous en parler. Pourquoi je peux vous en parler? Parce que j'étais le secrétaire du comité d'entreprise de l'Île-de-France. Et vous savez, quand on a un comité d'entreprise, pour ceux qui travaillent dans le privé entre autres, on a un pourcentage de la masse salariale. Donc je connaissais la masse salariale. Il a suffi que je prenne chaque rapport. Ça m'a demandé des mois. Et je me suis dit, tiens, les salariés de chez moi, ils gagnent 2,7 fois plus que la réalité. Et quand la CGT, dont je faisais partie, demandait 2% d'augmentation, je dis, on est gentil quand même. Parce que là, c'est 270% d'écart. Bon, alors évidemment, je généralise peut-être facile, mais c'est même pas le problème de généraliser ou de combien. C'est comment un élu peut dire, moi, je me pose pas de questions sur la masse salariale. Problème. Pourquoi il s'en pose pas? Donc, vous, citoyens, vous devez poser à vos élus pour l'aider à ce qu'ils se posent la bonne question et qu'on ait une réponse de la société privée. Quels sont les salariés qui travaillent pour mon contrat? C'est quand même un minimum. Deuxième chose, quand vous payez une facture à la Société de Marseille ou à Tartampion,
Vous payez la totalité de la facture, l'eau, l'assainissement, les taxes et tout. Hein, et d'accord. Mais la totalité de facture est encaissée par la société. Mais il n'y a qu'une partie qui est conservée par la société. Le reste va à la collectivité, une partie concernant la pollution va aux agences de l'eau, établissements publics, et puis une autre partie, c'est la TVA, va à l'État. Et bien comme les salariés du privé sont beaucoup moins feignants que ceux des fonctionnaires, ils mettent 9 à 12 mois, je suis ironique en disant ça évidemment, ils mettent 9 à 12 mois pour reverser aux établissements publics les sommes qui devraient leur revenir. Et ils gardent les intérêts. Et ça, aucune disposition législative, aucun élu, à ma connaissance, hein, n'a jamais offusqué de dire c'est de l'argent public qui travaille pour le privé. C'est interdit. C'est prévu dans les contrats que les dates de reversement doivent s'opérer en général 2-3 mois après. Absolument. Mais moi, je n'ai jamais vu l'application réelle de ça. Et de toute façon, les 2-3 mois qui sont normales pour faire les choses, ça entraîne des intérêts. Est-ce qu'ils sont reversés ces 2-3 mois d'intérêt? Moi, j'ai jamais vu ça. Vous savez la réponse de la Générale des Eaux? Je parle du patron, hein, donc Proglio. C'est de dire, mais attendez, on offre un service, c'est un petit peu la petite récompense, la petite cerise sur le gâteau. Il l'a dit autrement, là je suis un peu caricatural. Mais en gros, bon, oui, c'est vrai que les collectivités ne nous l'ont pas demandé, enfin bon, on fait tellement pour... Bon, c'est en gros une partie du retour du service offert. Et je peux comprendre ça, je peux comprendre. Mais simplement, il y a une comptabilité, il faut que les choses soient claires. Et les citoyens surtout, ils ne le savent pas. C'est ça. 2 autres exemples, et j'en termine vraiment là-dessus, après on fait des jeux de questions-réponses, c'est les compteurs. Les compteurs appartiennent souvent à ces sociétés. Alors, vous payez sur votre facture une partie qui est en fonction des mètres cubes que vous consommez, sauf dans les immeubles où c'est une répartition en millième. Mais lorsque vous avez un pavillon ou un logement où vous payez une facture, c'est fonction de notre consommation. Mais il y a une partie d'abonnement qui varie suivant les villes où on se trouve. Dans ces frais d'abonnement, il y a une partie qui est souvent l'entretien et la location des compteurs. Donc, moi j'ai posé la question l'année dernière à M. Proglio, le PDG de Veolia, Vivendi, etc. C'est-à-dire, la durée d'amortissement d'un compteur, qui coûte pas très cher un compteur, hein, ça devrait être 3-4 ans. Mais la durée comptable, c'est 14 ans. Ok, pendant 14 ans, on paye les frais d'entretien de location compteur. Et donc pendant 14 ans, moi qui paye à la généraleuse, j'ai une facture, hein, je n'ai jamais vu un salarié, donc un collègue, venir chez moi en disant tiens, je viens d'entretenir ton compteur, etc. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas trop grave ça. Mais au bout des 14 ans, normalement, je pourrais dire ah, ils vont me changer de mon compteur. Et bien la réponse de mon cher PDG, c'est un peu comme une équipe de foot qui gagne. On ne change pas une équipe de foot qui gagne, on ne va pas changer un compteur qui marche. Alors je lui ai dit, soit, mais vous faites encore qu'on paye les frais d'entretien après? Là, il ne m'a pas répondu. Là, hein. Donc, il y a quand même certaines choses qui sont quand même un peu bizarres. La dernière, qui est le plus gros scandale, je vous en ai parlé, et j'en termine vraiment là-dessus, c'est la nature même des contrats qui lient les sociétés privées aux collectivités. C'est l'entretien des réseaux. Donc chaque année, la société à qui on a confié son réseau provisionne des travaux pendant la durée de l'année pour entretenir son réseau en l'état. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun compte prévisionnel n'est réalisé sur ce que les provisions, au 1er janvier par exemple, pour faire simple, on provisionne 100 francs, hein, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner 100 francs de travaux au 1er janvier 2004, et au 30 décembre 2004, je vérifie que ces 100 francs que j'ai comptabilisés en charge de provision soient dépensés, réalisés. Et dépensés, réalisés, puisqu'on ne se gêne pas, parce que c'est des travaux souvent exclusifs, à des filiales sans appel d'offres. Des filiales, on fait travailler les copains, c'est normal un petit peu. Quoi. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Mais malheureusement, on s'aperçoit dans l'histoire de ces sociétés qu'ils ne dépensent pas ces 100 francs. Ils en dépensent le tiers, ou un petit peu plus du tiers. Disons la moitié, allez, on va faire simple. Enfin, pense la moitié. Mais les 50 francs qui ne sont pas dépensés, qui les garde? La collectivité ou la société privée? C'est la société privée qui les garde. Aujourd'hui, il y a une disposition législative qui va certainement être entérinée, où on va dire à la société privée, à la fin du contrat, non mais je vous dis ma version, à la fin du contrat, vous serez obligé de reverser les travaux qui ont été
provisionnés mais non réalisés. Alors pour Veolia, dont Cities Marseille appartient à 48,82%, et ben Monsieur Messier, lorsqu'il est arrivé, il a eu une idée géniale avec ses financiers, ses comptables, c'est-à-dire cet argent qui sert à entretenir les réseaux pour qu'ils ne vieillissent pas, pour qu'ils soient en bon état, on dépense cet argent lorsqu'on en a vraiment besoin, lorsqu'il y a nécessité de le faire. Donc c'est de l'argent qui dort, qui nous rapporte aussi des produits financiers, qui n'apparaissent pas non plus dans la comptabilité donnée chaque année de la collectivité à la société privée. Mais cette somme d'argent, des 8000 contrats que Vivendi a, correspondant à peu près à 15 000 collectivités françaises, M. Messier a dit, mais on va mutualiser. Alors, je vous fais simple parce que c'était beaucoup plus compliqué que ça. On va rapatrier l'ensemble des provisions des 8000 contrats sur un compte, d'abord à Paris, au siège social de l'entreprise, et puis ensuite on va le transférer sur un compte offshore en Irlande. Pourquoi en Irlande? Et puis cette somme-là, qui s'appelait provision ou garantie pour renouvellement, est devenue une prime d'assurance. Et le principe des primes d'assurance, pour une voiture par exemple, c'est de prévoir des éventuellement accidents, dégâts, etc. Mais si ces dégâts et accidents n'ont pas lieu, l'assurance ne vous rembourse pas la prime que vous avez payée. Dans les provisions, normalement si. Mais comme c'est passé d'une provision à une prime d'assurance, cette somme-là, définitivement, n'est plus dans les mains des collectivités. Pas simplement parce que c'est dans un compte offshore en Irlande, mais parce qu'on a changé la nature. Et là, les services fiscaux, les services des différents gouvernements de gauche et de droite se sont interrogés avec des professeurs émérites, etc. Oh ben non, ça paraît normal. Mais alors le problème, c'est que là, Messi, il a été au-delà de ça. Il a dit, puisque tout le monde trouve ça normal, je ne vais pas me gêner. Je vais utiliser ça pour acheter un peu d'Hollywood. Et puis, comme j'avais pas mal de dettes dans la communication, parce qu'il fallait investir, je vais en prendre... Et puis, il ne reste plus rien dans le compte. Et là, une commission d'enquête, quand Messier a été remercié, une commission d'enquête a été demandée par la COB. Pas de chance, le président de la COB était un nouveau député de l'UMP, ancien président d'Air France, Christian Blanc, entouré d'ailleurs d'un homme très éminent, le juge antiterroriste Alain Marceau, qui travaillait d'ailleurs, pas dans un emploi fictif, mais enfin, qui travaillait à Général des Eaux, au comité d'éthique. Hein? Et donc, là, ça commence à se compliquer parce que la commission d'enquête s'est un peu noyée. C'est-à-dire on a interrogé le nouveau PDG, M. Forguetou, M. Fortou, donc, qui lui dit, mais non, c'est 1 milliard d'euros. Parce qu'on en était à peu près à 4 milliards à l'époque. Lui, il dit non, c'est 1 milliard d'euros. Et puis, bon, de toute façon, nous, on assurera nos engagements contractuels. Bon. Sauf que le compte en comptabilité, le compte en Irlande, il existe. Il n'y a plus rien sur le compte. Ça, je comprends que l'argent soit... Mais en comptabilité, c'est pas l'argent, c'est pas la liquidité. Il faut que la somme a été transférée à autre chose. Et cette commission n'a pas retrouvé. Pourtant, des gens éminemment importants, quand même, spécialistes. Alors, grâce au livre, on a pu convaincre quand même 7 députés. Les 3 verts, ils sont 3. Je dirais au même niveau, en même temps. On a eu la même idée en même temps. Une commission d'enquête parlementaire. On sachant très bien qu'on n'a aucune chance d'y arriver. Aucune. Et puis, 4 députés communistes sur 21. Pourquoi 4 sur 21? Enfin, en tout cas, 4. Donc ça fait 7 en tout. Sur 577 députés. C'était au mois de décembre. Depuis, on n'a pas eu un 8e. Cette commission d'enquête parlementaire gêne quand même parce qu'elle est quand même si elle a été mise dans une commission annexe, enfin bon, je vous passe des détails, pour être un peu enterrée, elle n'est pas encore enterrée. Donc on demande, nous, qu'elle soit activée pour savoir qu'aujourd'hui, qu'on estime à 4,5 milliards d'euros pour uniquement Vivendi, qui sert à entretenir le patrimoine français des 8000 collectivités au niveau des réseaux, cette somme soit redonnée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je suis aussi attaqué à l'information là-dessus, sur le devenir. Parce que si la somme a disparu, il faudra la reconstituer, la somme. Et là, tout le monde est d'accord. Et comment on va la reconstituer? Là, c'est, vous voyez, silence radio. Alors moi j'ai fait la réponse dans le livre.
ce qui me vaut une attaque en diffamation. Mais j'aime bien collectionner parce que peut-être qu'on aura une réponse un jour au tribunal en correctionnel, c'est de dire qui va la reconstituer? C'est la facture, forcément. Parce que c'est la facture dans la facture, il y a les provisions pour renouvellement. Il y a un petit morceau. Il y a un petit morceau de tout. Donc forcément, on va augmenter un peu la facture en accord avec les élus qui ont du mal à demander la commission d'enquête parce qu'effectivement, ils auraient dû s'en apercevoir eux-mêmes. Voilà. Et on dit, il y a 1,5 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'eau et il nous faudrait beaucoup d'argent. Mais là, on en a 5 milliards là déjà, vous voyez. Déjà, on pourrait déjà les... et c'est uniquement Vivendi, parce que la Lyonnaise des Eaux ou la SOR, groupe Bouygues, ils pratiquent de la même façon. Alors, ils n'ont peut-être pas placé l'argent sur un compte offshore, mais le principe est le même, évidemment. Donc, pour terminer, c'est comment se fait-il que ces sociétés, vous pouvez penser que je les critique. Oui, je les critique. Mais je critique plus les élus, sans les culpabiliser. Et dire les élus aujourd'hui, ok, maintenant vous avez ces informations, alors ensemble, les citoyens, les associations, on va se reprendre le service public de l'eau, de l'assainissement, des déchets, des choses, enfin surtout de l'eau et de l'assainissement, qui sont quand même des biens communs. Et le tout dernier, mais là vraiment le tout dernier, c'est que vous savez que l'eau minérale, l'eau du robinet, on les oppose. Sur le plan du prix, l'eau minérale est beaucoup plus chère, et sur la qualité. Parce que les citoyens pensent que la qualité de l'eau en bouteille est nettement supérieure à la qualité de l'eau du robinet. Ce qui est une erreur. Mais souvent, on va vous dire l'eau du robinet est plus contrôlée, ce qui est vrai, et donc est meilleure. Comme on met du chlore, etc., pour qu'avec les attentats, il n'y ait pas de... Vraiment, on n'a pas de problème avec ça. Là encore, je vais certainement avoir une attaque en diffamation, parce que je sors un autre bouquin sur ça dans un mois. Tout ça est un vaste mensonge. Aujourd'hui, on n'est absolument pas sûr ni de la qualité de l'eau en bouteille, ni de la qualité de l'eau au robinet. Alors, je ne vais pas développer, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Simplement pour vous dire qu'il y a vraiment un truc formidable. En Île-de-France, le plus grand syndicat d'eau d'Europe et de France, comprend 144 communes, 4 200 000 habitants, présidé par M. Santini, vous avez entendu parler, qui a beaucoup d'humour, qui a confié donc, lui et ses prédécesseurs, à la Générale des Eaux depuis 1922, la distribution de l'eau potable à la Générale des Eaux. La Générale des Eaux et M. Santini ont confié à une entreprise absolument formidable le soin de dire cette société pourrait répondre aux besoins que s'il y avait une pénurie d'eau à cause de la sécheresse ou des inondations, on pourrait peut-être résoudre le problème en allant chercher de l'eau, non pas dans les nappes phréatiques qui sont polluées à 60%, ni dans les fleuves qui sont pollués à 85%, mais peut-être dans une troisième source d'approvisionnement, qui est la nappe profonde, la nappe fossile, qui se trouve à des centaines, voire des milliers de mètres de profondeur. En région parisienne, elle existe, ça s'appelle la nappe de l'Albien, mais peu importe. Et bien on a confié à une entreprise le soin d'aller chercher, de pomper cette eau-là, de la remonter, de la stocker, pour attendre le jour où il y a une pénurie, dans 20 ans, vous voyez. Et stocker de l'eau en bonbonne, il va falloir des hectares et des hectares et des hectares. Donc, le syndicat des eaux d'Île-de-France, mais comme la mairie de Paris d'ailleurs plutôt, a dit on va la commercialiser et on va toucher une partie et puis on va donner l'autre partie à la société qui la pompe. Vous savez qui? Voilà, Coca-Cola. Voilà. C'est quand même formidable que, a priori, Coca-Cola, Danone, alors Danone pour Paris, et Nestlé le troisième, le Suisse, qui sont apparemment des concurrents terribles de l'eau du robinet, de Vivendi, Suez et Bouygues, sont en fin de compte des amis, quoi. Et pourquoi ils sont des amis? Quand vous grattez le conseil d'administration, vous voyez que les fonds de pension, les banques, les assurances, on retrouve les mêmes. Et on retrouve les mêmes individus souvent parce qu'ils ont beaucoup de mandats d'administrateurs. Donc, si vous voulez, pour vraiment conclure, moi ce que je regrette, et le combat que je mène et que nous menons, c'est de la transparence. Parce qu'il n'y a pas de modèle formidable, le service public serait absolument royal et le privé serait vraiment mauvais, ou l'inverse. C'est pas aussi simple que ça, mais comme c'est un bien commun, on pense qu'on ne doit pas le marchandiser et que ça doit être un service public, mais il faut que les usagers, on les forme et on les informe pour qu'ils puissent vérifier que le service public est de bonne qualité à tous les niveaux, en termes de qualité d'eau et de gestion. Pour aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, même si Grenoble est une des exceptions dans le bon sens.
Aujourd'hui, on ne peut pas le dire pour quelques communes que ce soit pratiquement, mais il y a des gens qui se battent, il y a des élus qui se battent, il y a des techniciens qui se battent, aussi bien dans le secteur privé que le public. Mais ce que je trouve navrant, c'est qu'il n'y a aucune transparence, il y a une opacité formidable dans l'eau, pourtant l'eau qui est transparente normalement, et c'est ça vraiment qui est scandaleux, c'est qu'on ne veut pas dire la vérité, une vérité, parce qu'on peut en avoir d'autres de vérités, mais qu'on ne dise pas aux gens tout ce qui tourne autour de l'eau, et c'est tellement juteux sur le plan de l'argent que quand même on aurait le droit en tant que citoyen d'avoir un minimum d'informations. Et je vous remercie, et vous pouvez poser des questions.